Bonjour France-Isabelle. Bonjour Lilia. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir sur le podcast aujourd'hui. Un plaisir pour moi. Je suis assez contente que vous puissiez nous faire l'honneur de votre présence aujourd'hui. On va pouvoir discuter de droits humains, de droits fondamentaux, de votre parcours aussi. Et je pense que c'est des sujets importants, surtout dans l'ère d'aujourd'hui où les droits humains, les droits fondamentaux ne sont pas acquis. Mm-hmm. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est vraiment de vous présenter à votre façon. Alors, je suis France-Isabelle Langlois, je suis directrice générale d'Amnesty International Canada, francophone, depuis maintenant 6 ans. J'ai toujours œuvré dans des organisations de défense des droits en solidarité internationale, au niveau international auparavant. Et puis j'avais fait des études en histoire, un baccalauréat, une maîtrise en histoire. J'ai fait des études de maîtrise, une scolarité de maîtrise en communication internationale et un certificat en études arabes. Donc voilà, c'est brièvement qui je suis. Et qu'est-ce qui vous a motivé à vraiment vous engager auprès des organisations telles que Amnesty International? Parce que moi, j'ai toujours cette pensée, peut-être après c'est une fausse pensée, mais que quand quelqu'un s'engage dans des luttes, des combats sociaux, c'est initialement parce que peut-être ils ont vécu des violations de droits, ou ils ont été peut-être opprimés, ou ils ont peut-être quelqu'un dans leur famille, dans leur entourage, qui ont été opprimés d'une certaine façon. Je me demande si vous avez d'autres motivations, ou si c'est quelque chose par rapport à votre parcours, votre histoire personnelle. Non, je peux pas dire que je rentre dans la catégorie des personnes qui sont opprimées, qui sont systématiquement opprimées. Ça vient toujours un peu, en quelque part, de notre expérience personnelle. Ma motivation, c'est la justice. Ça a toujours été la justice sociale. Donc, je pense que très petite, j'ai été intéressée par ce qui se passait dans le monde. À poser des questions, comment ça se fait qu'il y a des endroits où il y a la guerre, il y a la famine, et c'est toujours ce qui m'a interpellée. Je suis une grande lectrice depuis que je suis toute petite aussi, donc j'ai lu plein de choses, plein de romans qui racontaient des histoires de la Seconde Guerre mondiale, où je me suis très vite intéressée à la littérature de la perspective d'ici internationale, donc des auteurs marocains, algériens, mexicains, chiliens, iraniens, turcs. Et puis voilà, donc j'ai fait des études en histoire avec l'intention de poursuivre en journalisme et de faire du journalisme à l'international, donc des reportages sur l'international. Mais de fil en aiguille, j'ai fait un stage, j'étais toujours aux études. J'ai fait un stage avec une ONG ici, Alternative. À l'époque, ça s'appelait Alternative Réseau d'action de communication pour le développement international. L'organisation publiait un journal dans un autre journal qui n'existe plus, qui était un quotidien qui s'appelait Le Voir, qui était très populaire. Et je trouvais l'encart, les quelques pages que Alternative publiait très, très intéressant. Et donc, il y avait cette offre de stage. Je suis partie avec l'organisation au Maroc. Puis finalement, je suis rentrée, puis j'ai continué à travailler avec l'organisation. Puis finalement, j'ai travaillé pas en journalisme, en communication au sein des organisations de solidarité internationale. Puis ensuite de ça, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans une organisation qui n'existe plus malheureusement, Droits et démocratie, qui est le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique. C'était une institution en fait qui avait été créée par une loi du Parlement et dont le mandat était de veiller à la mise en œuvre, d'aider à la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies à l'international. Et donc, c'était principalement sur les droits humains. C'est une très belle organisation. On avait des très beaux projets. Et c'est devenu très clair pour moi qu'il n'y avait pas de développement, il n'y avait pas de progrès réellement possible ou pérenne si on construisait pas des États de droit et éventuellement démocratiques, mais que c'était l'épine dorsale. Et donc, je me suis engouffrée
dans les droits humains, et c'est ce qui m'a amené chez Amnesty International. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a un droit humain qui vous interpelle plus, pour lequel vous êtes plus combatif, ou c'est vraiment, ça a toujours été la défense des droits humains de façon générale? De façon générale, il y a pas, quand on s'intéresse aux droits humains puis qu'on gratte un peu plus et qu'on regarde le corpus du droit international, parce que c'est la base, ce qu'on a construit après 45, il n'y a pas de hiérarchie dans les droits et il y a aucun droit qui peut exister sans les autres droits. Donc ça, c'est super important. Ce travail d'éducation, de sensibilisation, pour moi, c'est très important. Sinon, mais bien sûr qu'en ce moment, il y a des enjeux qui sont très, 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 très inquiétants. Donc, il y a ce qui se passe dans le territoire palestinien occupé, dans la bande de Gaza, qui est très, très interpellant depuis plus de 18 mois maintenant. Amnesty a publié un rapport qu'on a sorti en décembre dernier, où on affirme qu'il y a un génocide après une analyse exhaustive, rigoureuse de la situation. Donc ça, c'est très interpellant, surtout que parallèlement à ça, on assiste à la montée des autoritarismes, que certains vont même appeler le fascisme, dans plusieurs pays, y compris au sud de la frontière ici, aux États-Unis, où on voit la mise en œuvre ou le développement d'un État qui est réellement autoritaire, qui est de moins en moins démocratique et qui peut-être l'est même plus démocratique, et où il y a un recul très rapide des droits. Cela étant dit, ce qui se passe au sud de la frontière, c'est pas arrivé du jour au lendemain, et c'est quelque chose que des organisations comme Amnesty constatent depuis plus d'une dizaine d'années sur le terrain, où on assiste à l'érosion des États de droit et d'une contestation en fait de ce consensus auquel on était arrivé sur les droits et sur cette façon de fonctionner qui a jamais été parfaite, parce qu'il y a toujours eu des conflits, il y a toujours eu des États qui n'étaient pas complètement des États de droit ou pas du tout des États de droit ou démocratiques, mais il y avait quelque chose qui était en construction avec le système de diplomatie multilatérale, et là on s'aperçoit que même ça fonctionne plus. Donc ça, c'est des enjeux qui sont très 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 inquiétants, d'autant que parallèlement à ces conflits et à cet autoritarisme qui est de plus en plus présent et qui est présent, il y a des mouvements ici qui sont très présents au Québec, au Canada. Il y a l'urgence climatique, et cette crise climatique-là, on sait plus comment en parler, mais elle est très réelle et elle est probablement la pire crise que l'humanité aura jamais confrontée de l'histoire de l'humanité finalement. Et ça a des impacts très très graves sur les droits, le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à l'éducation, parce que quand on est confronté à des cataclysmes, on perd sa maison, on peut plus travailler, on peut plus aller à l'école, on est souvent poussé à l'exil aussi, notre santé, notre vie est en péril. Ça fait de plus en plus de personnes, à cause de la crise climatique et de tous les autres enjeux, qui se retrouvent sur les routes de l'exil, qui sont forcés à l'exil. Et ça vient alimenter un discours toxique sur les personnes migrantes, et qui contribue à ces mouvances autoritaires et à cette montée des idées fascisantes, on va dire. Mm-hmm. Et aujourd'hui, comment vous qualifierez la mission d'Amnesty International? Parce que je vois que vous parlez de divers sujets qui impactent effectivement les droits humains. Mais la mission aujourd'hui, est-ce qu'elle a changé par rapport à avant? Je sais que les pouvoirs d'Amnesty se qualifient généralement de faire des rapports, de conscientiser, de sensibiliser, sans toutefois que ça soit contraignant. Est-ce que cette mission, elle a changé aujourd'hui? La mission, elle n'a pas changé. C'est-à-dire qu'elle a évolué, parce que quand l'organisation 64 ans maintenant, et donc quand Amnesty est né, à l'époque, c'était autour de la défense des prisonnières d'opinion. Donc, pendant quelques années, l'organisation n'a fait que, entre guillemets,
ça, c'est-à-dire défendre des prisonniers, des prisonnières d'opinion. Mais très vite, il est apparu que c'était difficile de défendre les droits de ces personnes-là qui étaient emprisonnées en raison de leur opinion, sans s'attaquer à des sujets comme le fait que ces personnes-là n'avaient pas eu de procès juste équitable, qu'il n'y avait pas de système de justice décent, digne de ce nom dans les États. Et donc aux droits civils et politiques très rapidement. Et on sait un autre dossier qui a été un des flambeaux de l'histoire d'Amnesty, ça a été la lutte contre la peine de mort, qui vient avec les droits civils et politiques et contre la torture. Et donc, on a vite embrassé l'ensemble. Il y a 2 corpus de droits, les droits civils, politiques et les droits économiques, sociaux et culturels. Et donc, très vite, on a embrassé l'ensemble des droits civils et politiques. Et puis, après quelques décennies, on a commencé à travailler beaucoup sur les droits économiques, sociaux et culturels. Et on travaille maintenant sur l'ensemble des droits. Mais notre façon de travailler est toujours la même. Effectivement, des recherches, des rapports extrêmement rigoureux, du plaidoyer auprès des gouvernements et auprès des systèmes régionaux, du système international, pour faire changer les lois, pour influencer, tout en faisant de la mobilisation. Amnesty est une organisation de membres, contrairement par exemple à Human Rights Watch qui n'a pas une base de membres. Donc nous, on a des membres. On compte à peu près un peu plus de 10 millions de membres à travers le monde. Et lorsqu'on dit membres, est-ce que c'est des personnes qui sont bénévoles ou? Ouais. Okay. Donc, c'est des personnes qui adhèrent à la mission et c'est des personnes sur lesquelles on peut compter pour faire de la mobilisation. Donc, ils vont faire des actions dans les rues, qui vont faire signer des pétitions, qui vont, si on appelle à une marche, les personnes vont être là, qui vont, on fait toutes sortes, on leur propose des actions, souvent ça va être d'écrire à leurs députés, d'écrire au premier ministre, d'écrire, et donc il y a un relais qui se fait comme ça, et ça crée une pression. Cette mobilisation-là nous aide, nous, à porter notre plaidoyer, à donner du poids à ce plaidoyer-là. Donc, quand on fait des pressions, quand on essaie d'influencer les politiques. Mm-hmm. Je suis curieuse de savoir, selon vous, avec tous les projets portés par Amnesty International, quel est le droit le plus menacé au jour d'aujourd'hui? En ce moment, on revient vraiment en arrière et il y a vraiment, en bon français, un backlash sur les droits civils et politiques, et notamment le droit d'association, le droit de manifestation et la liberté d'expression. Okay. C'est le gros recul qu'on constate, en même temps qu'on voit un recul sur les droits des femmes et bien sûr, il y avait toute une progression ces dernières années sur les droits des personnes LGBTI, et là il y a vraiment un retour en arrière. Donc on assiste beaucoup à de la discrimination. Et je dirais que les droits des personnes migrantes sont aussi menacés. Mais ce qui est déstabilisant, c'est que, y compris dans des États de droit, dans des États démocratiques comme ici, comme aux États-Unis, malgré tous les défauts qu'on connaissait quand même aux États-Unis, ça n'a jamais été un État parfait, ce revers vis-à-vis du droit d'association, de manifestation et d'expression est très, très préoccupant. Mm-hmm. Et est-ce que c'est une constatation sur l'arène internationale, ou parce que je suis curieuse de savoir aussi au niveau du Canada, quels sont les angles morts en matière des droits? C'est international. On vit dans un monde globalisé. Il y a eu une érosion petit à petit qui s'est faite. Par exemple, 2001 est une année charnière de recul sur les droits. Ça se fait petit à petit, on s'en rend pas compte, on abdique aussi certains droits vis-à-vis de situations particulières. Donc, à la suite du 11 septembre 2001, les États, à l'instar des États-Unis, donc le Canada a suivi, ont mis se sont mis à mettre en place des politiques et des règles qui sont beaucoup plus contraignantes vis-à-vis des libertés personnelles.
Donc, tous les contrôles qu'on a, par exemple, dans les aéroports, les contrôles de passeport, les caméras de surveillance, toutes ces choses-là qui ont été installées de façon a priori temporaire parce qu'on faisait face à une crise qui était appelée terroriste. Amnesty utilise jamais ce mot-là dans aucun cas, là. Mais c'était le mot qu'on utilisait. Et donc, effectivement, il y avait effectivement une situation qui était préoccupante, qui préoccupait la population. Et donc, au nom de la sécurité, on a abdiqué, mais ces contrôles-là sont restés et se sont multipliés et sont de plus en plus importants. La même chose avec la crise sanitaire qu'on a vu avec le COVID. Il y a eu des mesures et le droit le permet, le droit international permet que temporairement on mette en place certaines mesures pour le bien du plus grand nombre de la population. Et donc, il y avait des mesures qui devaient être mises en place au moment de la COVID, mais certaines de ces mesures-là sont restées ou on abdique facilement. Elles sont pas toutes restées. Dans certains pays, c'est resté, mais elles sont en tout cas pendant toutes les 2-3 années où ça a duré, elles sont demeurées en place beaucoup plus longtemps que nécessaire. Et ça se fait naturellement. Ça aussi, c'est une préoccupation, comment facilement la population, on accepte sans trop se rendre compte, mais on accepte d'abdiquer. Et ça profite à des mouvances et des groupes idéologiques anti-droit qui prennent avantage de ça. Et partout maintenant, dans tous les pays, on a des groupes, des partis politiques qui sont très, très, très ultra-conservateurs, sinon carrément d'extrême droite. Et ces partis-là profitent de cette érosion des droits et en promettent encore plus. Et il y a une frange importante de nos populations qui adhèrent à ces idées-là avec le sentiment sincère que c'est pour leur bien, c'est pour le bien du plus grand nombre. Je trouve ça quand même alarmant et j'entends ce que vous dites aussi par rapport au recul des droits. Mais qu'est-ce qui explique principalement le fait qu'on abdique? Est-ce que c'est le manque d'engagement politique? Il y a plusieurs facteurs. Il y a une partie dans des sociétés comme le Québec ou le Canada, il y a quelque chose qui relève du confort et de l'indifférence. Quand on est très confortable, donc on a l'impression que c'est acquis. On se sent moins concerné. Mais il y a aussi que les populations, avec raison, ont le sentiment d'avoir été trahies par les élites politiques. Et ça, c'est vrai. C'est exploité par des partis très conservateurs, comme le Parti républicain aux États-Unis, à mauvais escient. Mais ils ont compris la frustration d'une frange importante de la population. Ils l'exploitent et ils offrent des solutions faciles. Et souvent avec un bouc émissaire. C'est la faute des femmes, c'est la faute des Noirs, c'est la faute des personnes migrantes, si vous avez pas d'emploi, si vous vivez pauvrement, et ça devient réel. Mais cette trahison des partis, des élites politiques, elle est réelle. Donc, y compris des partis progressistes, de gauche, sociodémocrates, qui, une fois arrivés au pouvoir, ont trahi les idéaux, ont trahi la classe ouvrière. Donc, on assiste, par exemple, en France, aux États-Unis, mais ici même au Canada, à une classe ouvrière qui a traditionnellement, par exemple au Canada, traditionnellement voté pour le Parti démocrate, le nouveau Parti démocrate, qui aujourd'hui vote pour un parti ultra-conservateur.
Et donc, ça, c'est inquiétant, mais on peut pas seulement dire ils sont bêtes, ils ont pas compris. Il y a quelque chose que les partis et les élites, y compris des organisations, des gens qui travaillent dans des organisations comme Amnesty, ont pas compris ou ont pas su suffisamment saisir. C'est cette frustration de monsieur, madame, tout le monde, qui triment dur pour arriver, qui ont l'impression de toujours payer plus d'impôts mais pour moins de services, que leurs emplois sont de moins en moins garantis, qu'ils ont que le panier d'épicerie est de plus en plus élevé, et des fois c'est des fausses impressions, mais des fois c'est pas si faux que ça, parce que les attentes sont importantes dans les hôpitaux, les écoles sont en décrépitude, donc il y a beaucoup de choses qui s'accumulent et on répond pas assez, et personne répond. C'est-à-dire que il y a des partis populistes, conservateurs, d'extrême droite qui proposent des solutions, mais qui sont pas des vraies solutions. Donc mais à tout le moins, ils parlent à ces personnes-là. Au final, est-ce que Donald Trump est en train de répondre à ces personnes-là? Pas du tout. Le panier d'épicerie aux États-Unis a plus qu'augmenté depuis sa prise de pouvoir, mais il a fait campagne en disant que lui, il était pour régler les problèmes, puis que du jour au lendemain, ce serait réglé, puis que donc le coût de la vie descendrait, et donc les personnes ont voté pour lui. Est-ce que vous direz également que les réseaux sociaux pourraient être un facteur du recul des droits? Parce que j'ai l'impression, moi, que ça permet peut-être de propulser l'information à une vitesse fulgurante, donc les gens peuvent s'informer facilement, mais aussi c'est aussi d'une certaine façon un vecteur de publication propagandiste, par exemple. Tout à fait. Ça a libéré une parole, ça a donné un accès à tout le monde, à une communication avec un vaste réseau. Et donc, ce qui a été pensé au départ comme un outil de mobilisation, et ça a servi, on peut penser au printemps arabe, entre autres exemples, ça a servi et ça sert encore, on s'en sert encore, les mouvements sociaux, pour mobiliser mais c'est de plus en plus difficile à cause des algorithmes, mais c'est aussi devenu un vecteur de propagande de toutes sortes d'idées, et qui ont supplanté les médias traditionnels, qui ont souvent, effectivement, on a fait des reproches, que les biais, que les mouvements sociaux, les premiers, on reproche souvent le fait que les médias traditionnels vont donner la parole plus aux élites, au courant majoritaire, etc. Mais néanmoins, il y a dans les médias traditionnels des règles éthiques, une déontologie journalistique, une vérification des faits, etc. Après, il y a les chroniques, ça c'est autre chose. Les opinions, c'est autre chose, mais c'est bien régimenté, c'est bien, et donc on sait que tel journal est plutôt à droite, on sait que tel journal est plutôt communiste, etc. Donc c'est alors que sur le web maintenant, dans les réseaux sociaux, c'est devenu un peu de tout. Et c'est très difficile si on n'a pas les bases pour départir le vrai de l'ivraie. Et ça a surtout fait en sorte que ça a eu un impact très négatif sur les médias traditionnels, notamment les journaux imprimés, qui n'existent à peu près plus. Donc, on se ramasse avec des journaux. Il y a très peu de journaux, il y a très peu de choix par rapport à ce qu'il y avait avant, ou de postes de télévision ou de postes de radio. Fait, d'une part, il y en a moins, et d'autre part, ils sont en concurrence avec les réseaux sociaux pour avoir l'attention. Et les réseaux sociaux sont détenus par des ultra-milliardaires, et ces personnes-là sont très néfastes, on le voit bien maintenant, pour l'ensemble de l'humanité, parce que l'appât du gain de faire toujours plus de milliards prime sur tout le reste. Donc d'organisations, d'entreprises qui étaient plutôt progressistes, plutôt
du côté de l'environnement, des droits de tout le monde. Là, à partir du moment où il y a un président qui est à l'ultra-droite, ben il s'enligne avec ce président-là. Donc, il n'y a pas de... C'est un peu ni foi ni loi et il n'y a pas de réglementation. Puis effectivement, ça aide à propager des idées qui sont néfastes. Mm-hmm. Et vous avez parlé de Gaza tout à l'heure. Pardon. Le 14 juin, il y a eu la marche à Montréal, au centre-ville, pour justement dénoncer le génocide palestinien à Gaza. Et vous avez fait d'ailleurs un beau discours que je salue. Dans votre discours, il y a quelque chose qui m'a interpellée, c'est notamment lorsque vous avez dit que vous pourriez ou vous avez peut-être fait l'objet de représailles pour l'emploi et l'utilisation du mot génocide. Donc, j'étais curieuse de savoir si vous avez fait l'objet de représailles et quelles sont ces représailles. Moi, personnellement, non, mais oui. Bien sûr que à partir du moment où on nomme le génocide, mais de toute façon, à partir du moment où on condamne les actions d'Israël, et on nomme, il y a d'autres organisations, notamment les organisations humanitaires qui ne prononcent pas le mot génocide pour des raisons, elles disent que c'est pour des raisons de sécurité du personnel et des populations qu'elles desservent sur le terrain. Mais le fait de dire qu'il y a des crimes de guerre, qu'il y a des massacres, qu'il y a tout ça fait en sorte que l'autre côté, les pro-israéliens, c'est de là d'où vient comment on dit ça, les représailles ou les actes d'intimidation, la volonté qu'on se taise, etc. Et ça crée aussi des pressions sur les gouvernements. Et les partis au pouvoir hésitent. Ça a été le cas de Biden aux États-Unis. C'est le cas ici du Parti libéral, sous Trudeau, sous Carney, qui hésite à prendre une position plus ferme par rapport à ce qui se passe, parce que traditionnellement, parce que historiquement, du moins depuis 1945, Israël est un allié. Il y a aussi... je pense que les États occidentaux, certainement européens, mais quand même ici aussi au Canada, aux États-Unis, on a mauvaise conscience par rapport à ce qui s'est passé en 39-45. Et donc tout ça fait en sorte, donc c'est de ce côté-là que viennent les ce qu'on peut appeler effectivement les représailles, mais c'est beaucoup de l'intimidation. Cela étant dit, ici au Canada et particulièrement au Québec, de façon générale, les mouvements sociaux et la population, elle est plutôt pro-palestinienne, et ça de façon historique. Donc c'est moins difficile pour Amnesty Canada francophone, c'est un petit peu plus difficile pour Amnesty Canada anglophone, mais encore ça a été plus dur aux États-Unis, c'est beaucoup plus dur en France, en Allemagne par exemple pour nos collègues. Néanmoins, on voit maintenant, ça aurait été long et beaucoup trop long, mais que même dans des pays où il y avait une solidarité très forte vis-à-vis d'Israël, que c'est de plus en plus difficile pour une bonne part de la population, des organisations, de maintenir une solidarité, un appui sans faille à Israël quand même. On voit on voit ce qui se passe. Et ce qui est très difficile, c'est de départager, parce que nos adversaires, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un amalgame entre nos critiques à un État, donc dans ce cas-ci Israël, et l'antisémitisme et des propos antisémites, alors que c'est deux choses qui sont complètement différentes, et ça nous empêche pas de condamner l'antisémitisme, qui effectivement lui aussi est en progression dans le monde, en même temps que l'islamophobie est en progression. C'est pour l'être humain, des fois, c'est très difficile on veut voir les choses noires et blancs, et donc c'est un peu antinomique de dire il y a une montée de l'antisémitisme en même temps qu'il y a une montée de l'islamophobie.
pour plusieurs, ça peut pas, c'est un ou l'autre, mais non, c'est pas un ou l'autre, c'est les deux en même temps, différemment, à géométrie variable, etc. Ouais, tout à fait. Et moi, des fois, quand je me sens sensible à des causes et à des combats sociaux, il m'arrive d'être désemparée à devoir constamment prouver un droit qui normalement devrait être un droit de base. Je me demande si vous avez déjà eu ce sentiment de lutte infinie qui vous désempare, puis qu'est-ce que vous faites pour gérer ça? Surtout chez Amnesty International, vous êtes confronté à des tonnes de projets pour les droits humains. Ben, c'est que, oui, mais après, il faut être capable de prendre un pas de recul. On compte plusieurs victoires. 2024, par exemple, était une année importante d'élections. Il y avait des dizaines d'élections là, à travers le monde. On a beaucoup focusé sur les élections, comme aux États-Unis, en Autriche, ailleurs dans d'autres pays européens, où effectivement l'extrême droite a pris le pouvoir, mais il y a eu aussi beaucoup d'autres endroits où ces partis-là ont été repoussés. Ils sont toujours là, ils sont toujours présents. Il faut faire attention, mais donc je pense qu'il faut aussi être capable de regarder ça et dire, il y a quand même une mobilisation, il y a quand même des gens qui disent non, il y a quand même, puis il y a des victoires à travers l'histoire, on avance. On est dans une période de recul, c'est une période qui est difficile. Là, vous avez raison. Ce qui est plus difficile, des fois, c'est convaincre un État de changer. C'est beaucoup moins personnel dans la lutte au quotidien. On peut prendre les choses de façon personnelle, mais c'est beaucoup plus ça se passe à un autre niveau. Travailler sur le changement d'une loi, ce qui est plus difficile, c'est quand on parle à une personne, et surtout des personnes de notre entourage. Mon Dieu, mais comment ça se fait que cette personne-là pense comme ça? Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est déstabilisant, et là on devient dans un dialogue qui est plus personnel, et ça c'est plus difficile. Bon, après ça, il y a plusieurs trucs. Il y a celui d'éviter ce genre de discussion-là, des fois, mais ou de renverser la vapeur, puis d'essayer, je pense que la meilleure chose, c'est d'essayer de comprendre pourquoi cette personne-là pense comme ça, d'où ça vient, en posant des questions. Ce qui, moi, personnellement, mérite, c'est quand j'entends des politiques, des politiciens, des politiciennes, certains de leurs discours, certaines de leurs phrases, certains de leurs... Ça vient me chercher, sachant très bien que c'est de l'arrogance, c'est du populisme, c'est de la mauvaise foi, mais c'est très dommageable. Par exemple, nos politiciens ici, quand ils font l'amalgame entre le manque de logement et le fait qu'il y aurait trop de personnes migrantes, insinuant que c'est les personnes demandeuses d'asile, donc qui arrivent à la frontière plutôt que d'autres qui sont le problème. Ces personnes-là, quand elles disent ça, elles savent très bien qu'elles ne disent pas la vérité. Et ça, mais après, elles se prennent dans leur jeu parce que ça malheureusement, ça leur fait gagner des votes, certains votes. Et elles finissent par se prendre dans ce jeu-là, et finalement, je pense qu'elles finissent par se croire. Ou que, bon, par exemple, le ministre de l'Éducation a fait l'amalgame récemment, encore une fois, entre l'immigration et le fait qu'on manquait de classes dans les écoles, alors que parallèlement à ça, on a plein de reportages sur le fait qu'il y a plein d'écoles qui sont fermées parce que à cause du sous-investissement dans les écoles, et que ça devient malsain pour et les profs et les élèves d'être dans ces écoles-là. Donc le vrai problème, c'est le sous-investissement dans l'infrastructure scolaire, à la fois pour garder ce qui existe en bon état et d'anticiper la progression de la population, qu'elle soit naturelle ou par immigration. Ça s'anticipe, on sait à peu près, et donc ça, le gouvernement actuel, mais les autres avant lui, ne l'ont pas fait, et on se retrouve dans cette situation-là. Après, est-ce que l'immigration vient rajouter une certaine pression de plus? Peut-être, mais ils sont pas la cause du manque d'espace. Donc ça, c'est vrai que c'est très... moi, ça vient me chercher beaucoup, parce que je pense qu'on est en droit d'exiger de
nos représentants et représentantes beaucoup plus d'honnêteté. Ouais. Puis je trouve ça intéressant ce que vous avez dit tantôt avec la confrontation des idées des personnes avec notre entourage. Parce que dernièrement, j'ai reçu une psychologue sur le podcast et je lui ai posé notamment la question à savoir pourquoi on développe plus d'empathie pour des gens qui nous ressemblent, mais pas pour des gens qui ne nous ressemblent pas. Et elle m'a répondu à l'effet que finalement c'est normal parce qu'on veut nourrir un espèce de sentiment d'appartenance et tout ça. Donc je suis curieuse de savoir vous chez Amnesty International, est-ce que ça fait partie un peu de vos projets, de vos missions et de vos actions de venir un peu déconstruire cette empathie pour essayer d'inciter les gens à s'engager un petit peu plus ou Oui, ou à développer l'empathie. Certaines personnes pensent qu'il y a une crise de l'empathie. C'est vrai qu'on est bombardé et à force d'être bombardé d'images et de propos qui sont déshumanisants, on peut devenir aussi insensible. C'est un réflexe de protection aussi qu'on a parce qu'on a besoin de dormir, on a besoin d'aller bien. Je pense que ce que la psychologue décrivait, c'est que on reste un animal grégaire, donc on a besoin. Nos réflexes, ce sont toujours de nous protéger, d'assurer notre sécurité et ceux de nos proches autour de nous. Ouais. Et après, on peut aller plus loin, mais de façon générale, dans une crise, les gens se protègent eux-mêmes. Je pense que c'est quelque chose qui est pas inné, mais c'est quelque chose qui s'acquiert. Et ça, c'est beaucoup par l'éducation, la société, etc. Ouais. Qu'on peut développer ce sentiment d'humanité, de faire partie d'une humanité commune. Et il y a effectivement rien comme de rencontrer des personnes d'autres cultures pour s'apercevoir que finalement on est les mêmes personnes, que il y a des différences, mais que les différences sont pas si importantes, aussi marquées ou ont pas un impact aussi important qu'on pensait. Voilà. Est-ce qu'on vous accuse parfois d'être politique dans les choix de défense des droits humains ou dans les choix de vos projets chez Amnesty International? Toujours. La mission d'Amnesty International, c'est vraiment de voir à la mise en œuvre du droit international. Et donc, on analyse toujours une situation. C'est la même chose avec Gaza, à la lumière de ce que dit le droit international. On fait très, très attention. On n'est ni partisan. On n'accepte pas d'argent des gouvernements, d'églises, d'entreprises. On compte essentiellement sur les dons des individus pour ça, pour assurer notre indépendance et notamment notre indépendance au regard des autres. Mais par contre, par exemple, si on prend le Canada va toujours être content de recevoir nos rapports sur d'autres pays. Mais à partir du moment où ça les touche, et c'est par exemple encore plus, c'est un rapport sur la situation au Canada. Donc, on fait de plus en plus des études sur les droits des peuples autochtones, sur les personnes migrantes. Là, l'État, il est beaucoup moins réceptif. Et donc, on se fait toujours accusé. Et donc, on va se faire, dans l'histoire, on s'est fait accuser d'être pro-palestinien autant qu'on s'est fait accuser d'être pro-israélien. Donc, on se dit toujours. Alors, les personnes qui sont les États, les groupes qui sont ciblés par nos rapports, la Russie au premier chef, vont toujours nous accuser d'être à la solde de... Je me pose la question rapidement comme ça, si d'une certaine façon vous êtes protégé par les poursuites de diffamation ou est-ce que c'est des choses qui vous arrivent, des poursuites pour avoir... Non, à ma connaissance, en tout cas, historiquement, c'est pas arrivé. Parce que on dérange, et si on dérange, c'est parce que il y a une crédibilité quand même qui est associée au nom d'Amnesty International. S'il y avait pas il y a quelques semaines, la Russie a fait une loi condamnant Amnesty International.
il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de section en Russie, mais en fait, ce que cette loi-là vient faire, c'est qu'une personne en Russie, donc un ou une Russe, qui irait sur un site internet d'Amnesty, qui aurait en sa possession un rapport d'Amnesty, elle serait passible de représailles assez importantes. Pourquoi la Russie fait ça? Si on n'était pas important, si on n'avait pas d'impact, la Russie prendrait pas le temps de faire une loi spécifiquement sur Amnesty International. Donc, c'est quand même, c'est très sévère et ça peut être très dommageable pour des personnes en Russie, notamment, mais ça veut dire qu'on dérange. Donc, il y a un bon côté, si je peux m'exprimer ainsi là à ça, c'est que de facto, les États reconnaissent la crédibilité de l'organisation et sont Non, ouais. Et est-ce que vous avez des exemples de projets qui en sont sortis victorieux justement grâce au travail d'Amnesty, qui ont vu le bout du tunnel? Ah ben plusieurs. Il y a eu plusieurs prisonnières qui ont été libérés grâce aux pressions d'Amnesty, qui ont eu des procès équitables ou jugés non équitables. On a fait énormément. Au moment où Amnesty International est né, a commencé la lutte contre la peine de mort. La très grande majorité des États à travers le monde, y compris le Canada, pratiquaient la peine de mort. Aujourd'hui, on a renversé la tendance. La majorité des pays ne pratiquent plus en droit ou en fait la peine de mort. Par exemple, dans les Amériques, il ne reste que les États-Unis. L'ensemble des pays ont abdiqué sur la peine de mort et on continue à travailler. Et régulièrement, presque à chaque année, il y a un État qui abolit la peine de mort dans son code pénal ou à tout le moins fait un moratoire sur la peine de mort. Il y a quelques années, on a gagné sur le droit à l'avortement en Argentine et dans d'autres pays qui m'échappent. On a fait avec d'autres organisations et des organisations locales, mais on a fait progresser beaucoup de lois à plusieurs égards, notamment sur les droits des femmes, sur les droits des personnes LGBTI, le mariage de personnes de même sexe. Donc, il y a beaucoup ici au Canada, on a beaucoup travaillé en appui aux communautés autochtones sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et à faire pression donc sur le gouvernement canadien pour que finissent par signer, adhérer à la déclaration, ce qui a été fait en 2010, et après ça qui intègre la déclaration dans la loi nationale, et ce qu'il a fait en 2021. En fait, c'est en progression, mais la loi a été adoptée. On conteste beaucoup de choses devant les tribunaux. Des fois, on gagne, après ça, on perd, on regagne, parce que souvent, c'est reporté. La partie adverse mais régulièrement, oui, il y a quand même des succès. Puis des fois, ça recule, puis on se... Et comment vous arrivez, que ce soit vous ou d'autres membres d'Amnesty International, à vous détacher émotionnellement, parce que vous êtes quand même confronté à plusieurs projets. Ça peut être des fois émotionnel, j'imagine. Comment vous faites pour gérer effectivement, je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Donc, il faut avoir la capacité de gérer ça, d'avoir un genre de carapace tout en restant extrêmement empathique, mais il faut pas avoir de l'empathie. Ça veut pas dire qu'il faut devenir l'autre personne, et on peut avoir c'était pas chez Amnesty, mais c'est la même chose dans mon ancien travail. Moi, j'ai rencontré des femmes qui avaient été victimes de terribles viols collectifs
au Rwanda, par exemple, après le génocide. Et c'est des histoires qui sont extrêmement difficiles à entendre, mais c'est pas mon histoire à moi. C'est pas donc il faut surtout, je pense, ne pas pleurer, ne pas comme si c'était nous, mais avoir cette empathie pour pouvoir écouter, pour que cette personne-là se sente en confiance et se livrer, se raconter, et qu'elle sente qu'on est là en soutien, mais sans, je sais pas exactement comment l'exprimer, mais il faut pas vivre à la place. C'est pas la même chose. Avoir de l'empathie, c'est pas vivre à la place les souffrances des autres. D'une part, d'autre part, en ce qui me concerne et plusieurs de mes collègues, le moteur c'est la colère. Donc quand on est en colère, on n'est pas dans une situation. D'abord, on s'apitoie pas ni sur notre sort, ni sur le sort de l'humanité. Même si je passe mon temps à dire que l'humanité s'en va à la dérive, mais ça devient un moteur d'action. Quand on est fâché, on réagit, on agit, on veut changer les choses et le focus est sur on agit, on veut changer des choses et c'est pas vrai qu'il y a rien à faire. Ça peut être difficile, ça peut être long. Mais il y a des choses, il y a toujours des choses à faire, et j'ose espérer qu'il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Et donc il faut pas abdiquer, il faut continuer. J'ai l'intime conviction qu'il va y avoir justice, que le génocide va arriver, qu'il va y avoir réparation, qu'il va y avoir justice, et que les principaux responsables, la même chose avec la Russie en Ukraine, vont être condamnés. Donc, d'une manière ou d'une autre, et que au final, l'histoire s'écrira du bon côté. Combien de temps ça va prendre, je sais pas. Puis plus le temps passe, effectivement, plus il y a de victimes, plus il y a de morts, mais tant qu'on va se battre, il y aura toujours de l'espoir. Et malheureusement, l'histoire nous enseigne que elle est faite de recul et d'avancée. Des fois, quand je discute avec les jeunes générations, en tout cas certaines personnes de ma génération ou génération X, Y, Z, il y a souvent cet argument qui revient de ça ne sert à rien. Et je suis curieuse de savoir comment vous répondrez justement aux personnes qui disent ça ne sert à rien de manifester, ça ne sert à rien de faire ça, parce que ça reste pacifique. Puis, donc comment on répond à ces gens-là? Ben, c'est pas vrai que ça sert à rien. Est-ce que le fait d'être allé marcher dans les rues de Montréal samedi dernier fait en sorte que dimanche matin, il y avait plus tout était réglé? Bien sûr que non. Donc, il faut accepter aussi, mais c'est l'amalgame de tout, l'addition de toutes ces choses-là, de toutes ces actions-là. On a marché à Montréal. Le lendemain, il y avait des marches, notamment à Bruxelles. Il y a eu une marche à Copenhague aussi. Il y en avait eu d'autres en mai. Il y en aura d'autres. Et ça participe à... c'est des pierres à un édifice. Plus grand, ça aide à... ce sont des actions parmi d'autres qui viennent appuyer les plaidoyers d'organisations comme Amnesty International, mais qui viennent aussi appuyer, parce que l'idée d'une marche à Montréal ici, c'est d'interpeller notre premier ministre, notre gouvernement ici, et de faire pression. Et plus on marchera, plus il y aura de marches, plus il y aura de personnes dans les rues, plus on multipliera les actions, plus on signera de pétitions, plus on enverra des lettres, plus il en sera question dans les journaux, plus le message sera la population vous demande, Monsieur Carney, vous demande, gouvernement du Canada, de faire quelque chose, d'agir, de nommer les choses, de mettre votre poing sur la table, plus il sera obligé de le faire. Plus il va se sentir obligé de le faire.
Donc mais c'est ça, ça prend de la patience, mais il n'y a pas de petits gestes. Et c'est vrai que les gens ont l'impression, mais c'est pas à ma voisine de changer le cours des choses, mais elle peut écrire une lettre, elle peut aller marcher. Et c'est le geste qu'elle peut faire, et c'est important que ce geste-là soit fait, si tant est que elle se sent impuissante et qu'elle veut faire quelque chose, mais c'est le geste qu'il faut faire à la portée de chacun et de chacune. Mm-hmm. Et si chacune fait son geste ou ses gestes, il y aura, on va y arriver collectivement. Oui, j'en doute pas. Et si demain vous partez et avant de partir, vous pouvez laisser un enseignement à vos enfants, si vous avez des enfants, quel enseignement ce serait? Ah mon Dieu, c'est une très grande question. C'est une belle question. De rester ouvert, de toujours rester ouvert et d'être et donc d'être ouvert, ne pas se replier sur soi et de toujours penser en fonction non pas de son intérêt personnel, mais du bien commun. Et de s'engager à la hauteur de ses moyens. Je souhaite pas que tous les enfants, toutes les personnes membres des jeunes générations soient des ultra militants, mais si tout le monde peut être un citoyen attentif, ouvert et qui ne succombe pas à la tentation du repli sur toi et sur soi, et au contraire soit dans cette ouverture et dans cette volonté de construction d'un État et donc d'une société, d'une humanité qui pense au bien de tout le monde. On va choisir les bonnes personnes à l'Assemblée nationale et la Chambre des communes, et on va travailler ensemble à tous les niveaux pour cette construction-là. Je pense que le pire de nos sociétés, ça a été ce repli sur soi qui est beaucoup induit par une société de consommation, de compétition, de confort. Est-ce qu'il y a une personne, un livre, une œuvre qui vous a particulièrement inspiré? Oui, comme je disais tout à l'heure, moi je lis depuis que je suis toute petite. Je lis beaucoup. Et donc j'ai quelques auteurs comme ça qui m'ont marqué. J'étais toute petite, j'avais une douzaine d'années. Il y avait un livre qui était sorti en France qui s'appelait La bicyclette bleue de Régine Desforges. Ça a été une trilogie. Et c'est pas de la très très grande littérature, mais c'est de la bonne littérature. Mais ça racontait la deuxième guerre mondiale en France, la résistance. Et donc il y avait des personnages, un personnage entre autres qui s'appelait Léa, qui m'inspirait beaucoup. Donc ça m'a beaucoup allumé. Mais après ça, donc j'ai été poussée vers des lectures comme ça qui me racontaient l'histoire, qui me racontaient ce qui s'était passé, que ce soit ici ou ailleurs. J'adore l'écrivain turc Orhan Pamuk. C'est un de mes auteurs préférés, sinon mon auteur préféré. Il y a Romain Gary aussi qui m'avait beaucoup inspiré plus jeune. Donc beaucoup la littérature qui m'a... Ouais. Génial. Je les mettrai en barre de description pour peut-être que ça inspirera d'autres personnes également. C'est déjà la fin du podcast. Si jamais il y a des personnes qui souhaitent te suivre ou voir ce que tu fais ou apprendre plus à te connaître, où est-ce que tu veux qu'on les redirige? Vers les réseaux sociaux. Je pense que c'est la meilleure façon. Je suis surtout sur les réseaux sociaux à titre de directrice générale d'Amnesty International. Parce que c'est ce que j'ai à dire. Je partage pas beaucoup ma vie sur les réseaux sociaux, mais je suis à peu près sur tous les réseaux sociaux sauf TikTok. J'ai pas encore réussi à m'adouer.
J'y arriverai, peut-être. Mais sinon, sur les réseaux sociaux, je suis facile à trouver. Super. Merci beaucoup encore, France-Isabelle. C'était un échange super inspirant et enrichissant. Et merci à toi. Merci d'être venue et à très vite.